Transfuge de sexe. Passer les frontières du genre. Présentation. Les parcours des trans suscitent beaucoup de fascination. Leur présence dans des films, des livres ou des reportages journalistiques est encore souvent teintée de sensationnalisme. Mais qui sont réellement les personnes qui s'affranchissent de la catégorie de sexe qui leur a été assignée? À quoi ressemble leur vie et leur vie se ressemble-t-elle? À partir d'une enquête inédite auprès de la population trans, Emmanuel Bobatti retrace les trajectoires plurielles, complexes, mais malgré tout ordinaires, de celles et ceux qui entreprennent de passer les frontières du genre. Les changements de sexe ne se déroulent pas qu'à l'hôpital et au tribunal. Ils se jouent aussi en famille, en amour, au guichet, au travail, et dans d'innombrables interactions sociales. Femmes ou hommes trans, jeunes ou moins jeunes, précaires ou privilégiés, soutenus par leurs proches ou isolés, toutes ces configurations forgent des parcours de transition résolument variés. Elles déterminent les obstacles auxquels font face les trans, mais également les stratégies qu'ils adoptent pour les affronter ou, à défaut, les contourner. La transition n'est jamais qu'une question d'identité. Elle s'accompagne aussi de nombreuses dimensions matérielles. Pour cette raison, elle représente avant tout une expérience de mobilité sociale, faisant des trans de véritables transfuges de sexe. Naviguer en terrain trans permet d'explorer la fluidité et la multiplicité du genre, sans ignorer le poids toujours renouvelé de la domination masculine. Cet ouvrage passionnant invite ainsi les lecteurs et lectrices à repenser le genre tel qu'on le connaît, ou plutôt tel qu'on pense le connaître aujourd'hui. Troubles dans le genre grammatical. Les trans sont des personnes qui ne se reconnaissent pas dans la catégorie de sexe qui leur a été assignée et qui entreprennent d'en changer. Dans cet ouvrage, ce seul préfixe est préféré au terme transsexuel, d'origine médicale, ou transgenre, d'origine militante, afin de se situer en dehors des controverses qui opposent professionnels et profanes. Le livre présentant des analyses sur le genre, il est nécessaire d'y différencier les trans selon leur catégorie de sexe d'origine et ou d'arrivée, sachant que le sexe est considéré ici comme une catégorie sociale et non pas comme une donnée biologique, ni comme une identité. Les trans dits male to female ou MTF désignent les personnes qui ont été assignées au sexe masculin à la naissance et qui sont devenues socialement des femmes. Elles sont également qualifiées de femmes trans. Quant aux trans female to male ou FTM, ils ont été assignés au sexe féminin à la naissance et sont devenus des hommes. Ils sont aussi appelés hommes trans. Si ces termes sont utiles pour décrire sociologiquement les parcours trans, ils sont nécessairement réducteurs, la population trans ne comprenant pas que des personnes qui se disent hommes ou femmes. Elle inclut aussi des personnes aux identifications alternatives, parmi lesquelles on trouve notamment les non-binaires, qui refusent de s'inscrire dans l'une des deux catégories de sexe établies. Dans ce texte, les trans sont désignés par la catégorie de sexe et le prénom qu'ils ou elles ont eux-mêmes choisi. Celle-ci correspond le plus souvent à la catégorie de sexe d'arrivée, sachant toutefois que les non-binaires ne souhaitent pas forcément qu'on leur en attribue une. Ainsi, on emploie le prénom « elle » pour les femmes trans et le pronom « il » pour les hommes trans, bien que, dans un souci de clarté pour l'analyse des événements antérieurs à la transition, on parle parfois au masculin des futures femmes trans et au féminin des futurs hommes trans.
L'arbitrage préférentiel en faveur du sexe de destination est responsable d'accords absurdes et de formules étranges, comme celles qui étaient des hommes. Ils se disaient garçons manqués, ou encore lorsqu'ils étaient lesbiennes. Intimement lié au caractère genré de la langue française, ce trouble grammatical accompagne nécessairement l'étude des parcours de changement de sexe. Toutefois, les erreurs volontaires qui ponctuent le livre participent en quelque sorte du message qu'il veut faire passer. Il appartient au lecteur et aux lectrices de s'en emparer comme d'un moyen d'interroger l'ordre du genre. Ce voyage en terrain trans amène à questionner la grammaire, mais aussi le champ lexical. Un certain nombre de termes spécifiques à ce terrain sont ainsi mobilisés au fil du texte. Marqués par un astérisque, ils sont définis dans un glossaire en fin d'ouvrage. Introduction. Trans Lives Matter. Certaines personnes trans seront en désaccord avec tout ce qui est écrit dans ce livre. Car sous l'étiquette transgenre, il y a une riche, une extraordinaire et une vibrante diversité. Nos propres marges en termes de race, d'ethnicité, de classe et même d'identité alternative attendent encore d'être entendues. Espérons que cela arrive bientôt. Ricky Ann Wilchins, Read My Lips, Sexual Subversion and the End of Gender. Laurence Anyways, Girl, Lola Pater, une femme fantastique, transparent. À l'écran comme ailleurs, les trans ont gagné en visibilité au cours des dernières années. Dans la presse, les transitions de personnalités publiques telles que l'ex-athlète Caitlyn Jenner ou le comédien Océan ressemblent de plus en plus à des événements people. Les études scientifiques sur la transidentité connaissent aussi un essor sans précédent. Les publications sur le sujet formant désormais un corpus relativement conséquent. Les scénaristes, les journalistes et les chercheurs se passionnent pour les trans et ils en produisent des représentations moins grotesques qu'autrefois. Depuis quelques années, les titres sensationnalistes semblent perdre du terrain au profit de contenus sur les droits et les conditions de vie des trans. Cependant, les portraits des personnes concernées échappent rarement à certains stéréotypes. Dans les médias comme dans les recherches, on rencontre surtout des MTF, male to female, ou femmes trans, qui sont régulièrement dépeintes comme des caricatures de féminité. De telles représentations ne rendent pas justice à la diversité des femmes trans, ni à celle de la population trans en général. Elles ne reflètent pas non plus l'épaisseur des existences des individus dont le quotidien est fait de bien plus que d'une performance de genre. À l'heure où les images et les discours sur le sujet se multiplient, ce livre propose d'explorer les vies des personnes qui entreprennent de changer de sexe dans la France contemporaine. Un objet de controverse. Les parcours trans font l'objet de nombreux débats, qui commencent par la terminologie. Les personnes qui changent de sexe peuvent être nommées de différentes manières. Le terme le mieux connu est celui de transsexuel. D'origine médicale, il est formulé pour la première fois en 1953 et qualifie alors les individus s'identifiant au sexe opposé et souhaitant bénéficier d'une chirurgie génitale. Un autre terme, transgenre, apparaît dans les milieux militants trans au cours des années 1970. À l'origine, il désigne les personnes vivant dans l'autre sexe sans avoir fait aucune modification corporelle. Il devient plus inclusif à la fin du XXe siècle,
s'appliquant depuis lors à toute personne ne se reconnaissant pas dans le sexe qui lui a été assigné à la naissance. Toutefois, la distinction entre des transsexuels qui aspireraient à médicaliser leur transition et des transgenres qui le refuseraient persiste dans les esprits, les médias et les sciences. Afin de s'extraire de cette différenciation, il est possible d'employer le simple préfixe trans. Ce choix permet aussi de se distancier des débats qui opposent approches cliniques et militantes, l'histoire du changement de sexe étant marquée par des polémiques récurrentes entre les médecins et les trans. Les dispositifs institutionnels de changement de sexe sont très controversés. Depuis les années 1970, des standards de soins internationaux imposent une longue évaluation psychiatrique à celles et ceux qui souhaitent avoir recours à des hormones et des chirurgies. Les trans figurent par ailleurs dans le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, la Bible des psychiatres, dans laquelle on trouvait autrefois aussi les homosexuels. Ainsi, les destins de celles et ceux qui veulent s'affranchir du sexe qui leur a été attribué se trouvent toujours entre les mains des praticiens, ces derniers pouvant leur octroyer ou leur refuser l'accès aux soins. Le changement de sexe à l'état civil non plus n'est pas garanti pour les individus qui en font la requête. En France, comme dans la plupart des pays, les personnes qui veulent modifier leur papier d'identité en passent par un jugement au tribunal. À l'hôpital, comme à la barre, les trans doivent en quelque sorte prouver qu'ils sont bien l'homme ou la femme qu'ils demandent à devenir. Face à de telles contraintes, les personnes concernées se mobilisent. Depuis les années 90, les trans revendiquent le droit à disposer de leur corps et de leur état civil. D'une certaine manière, ils et elles luttent pour leur émancipation, comme l'ont fait et le font toujours les femmes. La plupart de leurs mobilisations collectives revendiquent la dépsychiatrisation et la déjudiciarisation du changement de sexe. Inspirées par les études queer, qui émergent à la même époque, ces mobilisations pointent notamment les stéréotypes de genre véhiculés par les dispositifs médicaux et juridiques. En effet, les diagnostics sont posés et les verdicts rendus sur la base de la conformité des personnes aux normes de leur sexe. Lors de l'évaluation psychiatrique, comme dans le dossier de changement d'état civil, les trans sont tenus de fournir des preuves de leur masculinité ou de leur féminité selon des standards résolument normés. Certains psychiatres vont même jusqu'à réaliser des tests psychologiques quantitatifs tels que le BEM Sex Role Inventory, BSRI, afin de mesurer le degré de masculinité ou de féminité de leurs patients. Les mouvements trans dénoncent aussi les violences et les discriminations indirectement produites par ces protocoles de prise en charge qui engendrent une phase d'inadéquation entre sexe social, apparence physique et papier d'identité. Pendant cette période délicate, les individus se trouvent exposés à de nombreuses difficultés administratives et ne peuvent généralement accéder ni à un travail ni à un logement. Les risques de précarité sont alors considérables. Toutefois, ces aspects matériels intéressent relativement peu les chercheurs qui se penchent sur les parcours trans. Pensez la pluralité des trans. Les trans sont généralement étudiés pour ce qu'ils disent des normes de genre ou de leur subversion. En sciences sociales, ils et elles sont le plus souvent décrits soit comme des sujets normatifs, soumis aux codes dictés par la médecine et le droit,
soit comme des sujets subversifs et autonomes vis-à-vis des institutions. La première tendance est la plus ancienne. On la retrouve en sociologie générale, notamment dans le cas Agnès, étudié par Harold Gorfinkel. Dans les années 1960, ce sociologue observe une femme trans, Agnès, et la décrit comme un reflet particulièrement fidèle des normes de son sexe. La seconde tendance a émergé parallèlement aux études queer dans les années 1990, et elle voit plutôt dans les trans des figures qui subvertissent l'ordre du genre. S'ils peuvent sembler diamétralement opposés, ces deux pôles de littérature sont en réalité comme point commun de ne pas investiguer ce que le genre fait concrètement aux personnes qui entreprennent de changer de sexe. Pourtant, ce que beaucoup appellent l'identité n'a rien de naturel. Elle se construit avant tout sur des bases matérielles. Le rapport subjectif qui est entretenu aux normes de genre dépend des conditions de vie et des trajectoires des personnes. Or, les conditions de vie et les trajectoires des trans sont profondément genrées, comme elles le sont pour les hommes et les femmes cis, c'est-à-dire pour les hommes et les femmes qui ne sont pas trans. Certains travaux qualifiés de transféministes se développent toutefois avec l'ambition d'analyser les changements de sexe dans une perspective féministe. Cependant, ces travaux s'interrogent sur la place des trans dans les études et les mobilisations féministes, plus qu'ils n'étudient empiriquement les parcours trans à travers le prisme du genre. Les parcours des hommes et des femmes y sont souvent mis sur le même plan, et leurs autres caractéristiques sociales y sont rarement prises en compte. De manière générale, la diversité des parcours trans est peu investiguée. Dans les recherches et les mobilisations collectives, cette population est généralement représentée comme un groupe homogène. Ce constat rappelle un phénomène bien connu dans le champ des études et des mouvements féministes. Les femmes aussi ont été et sont encore souvent dépeintes comme un ensemble monolithique. Certaines théories ont toutefois permis de penser la pluralité qui existe parmi elles. À partir des années 1980, a notamment émergé aux États-Unis la critique du Black Feminism, qui donnera naissance aux approches féministes dites intersectionnelles. Formulé par la juriste états-unienne Kimberly Crenshaw, le concept d'intersectionnalité s'attache à penser l'intrication entre le genre, la race et la classe. Cette approche avance que, selon leurs appartenances sociales et leur trajectoire de vie, toutes les femmes ne font pas la même expérience de la domination masculine. Comme l'avait déjà démontré la sociologue Danielle Kergoat, les différents rapports sociaux se façonnent mutuellement. Loin de se limiter à une addition d'oppression, l'intersectionnalité étudie leur coproduction. Cette perspective permet d'avancer que tous les trans ne font pas la même expérience du changement de sexe et des difficultés qui y sont associées. La transition peut prendre différents visages. Ces visages dépendent des caractéristiques sociales des personnes, notamment en termes de catégories de sexe. La plupart des travaux de sociologie sur les trans s'inscrivent dans le champ des études de genre, mais peu d'entre eux comparent les trajectoires des hommes et des femmes. Beaucoup de recherches portent exclusivement sur les MTF, et lorsque les FTM, female to male ou hommes trans, sont pris en compte, les deux types de parcours sont rarement mis en regard. Il est pourtant essentiel de les étudier côte à côte. D'une part, parce que les frontières du genre ne se franchissent pas à sens unique, et d'autre part,
parce que l'expérience de la transition est façonnée par le genre. Devenir un homme quand on a été une femme n'est pas le même processus que devenir une femme quand on a été un homme. Si les parcours des FTM et des MTF sont si différents, c'est entre autres parce que leur mobilité sociale ne se fait pas dans le même sens. En sociologie, il existe de nombreux travaux sur la mobilité sociale de classe, mais ces travaux n'ont pas d'équivalent en matière de genre. Si le sociologue états-unien Rogers Brubaker fait le parallèle entre la frontière du sexe et celle de la race, l'analogie entre genre et classe est peu mobilisée. Elle l'a néanmoins été par une autre sociologue, Kristen Schilt, mais seulement à propos des hommes trans dans la sphère professionnelle. Le changement de sexe est rarement considéré par une expérience de transfuge, alors qu'il s'agit bel et bien d'un passage de frontière sociale. Les FTM vivent une promotion et les MTF sont déclassés. Les transitions sont peu analysées sous cet angle, car le genre peine à être reconnu comme un rapport social, au même titre que la classe. D'inspiration marxiste, les féministes dites matérialistes ont pourtant fait cette analogie dès les années 1970. Parmi elles, on trouve la sociologue française Christine Delphy, qui a introduit l'idée d'une lutte entre deux classes de sexe. L'un des apports majeurs de cette théoricienne a aussi été de désessentialiser le sexe. Elle a montré que celui-ci ne repose pas sur des facteurs biologiques, mais bien sur la construction sociale d'une différence et d'une hiérarchie entre deux catégories de personnes. Le genre précède le sexe, écrit-elle. Dans cette même logique, le genre précède aussi le changement de sexe. Les mobilités sociales de sexe n'existent que parce qu'elles prennent place dans un ordre du genre qui produit des hommes et des femmes. Cependant, les changements de sexe ne se résument pas à des passages d'une catégorie de sexe à l'autre. Beaucoup de personnes s'identifient autrement que comme des hommes ou des femmes. Ces personnes se disent souvent non-binaires, non-binary en anglais. Mais certaines se disent simplement trans, gender fluid ou encore queer. Le mouvement non-binaire a connu une expansion significative au cours des dernières années. Les personnes qui refusent de se dire homme ou femme sont de plus en plus visibles, comme en attestent plusieurs coming out de stars concernées, et parmi lesquels on trouve le chanteur Sam Smith ou encore l'acteur Elliot Page. Elles sont aussi de plus en plus présentes dans les mobilisations collectives trans. Leur lutte amène à reconsidérer le système de classement du sexe tel qu'on le connaît aujourd'hui. En effet, les mobilités sociales relatives au genre peuvent être de différentes ampleurs. La frontière du sexe ne se situe pas au même endroit pour tout le monde. Non seulement les trans peuvent refuser les catégories d'hommes et de femmes, mais ils et elles n'ont pas tous et toutes recours à des modifications corporelles ou à un changement de sexe à l'état civil. Dans les identités comme dans la pratique, il existe une grande diversité de genres. La sociologie s'est peu intéressée à la multiplicité du genre, mais elle s'est souvent penchée sur la multiplicité des classes sociales. Le travail de Pierre Bourdieu, notamment, a permis de penser les classes sociales autrement que de manière dichotomique. Complexifiant l'approche marxiste, il a démontré que celle-ci ne se résume pas à une lutte entre une classe bourgeoise et une classe prolétaire.
Ce sociologue a conceptualisé un espace social dans lequel il existe une pluralité de classes et de fractions de classes. La même démarche peut être poursuivie à propos du genre. Dans ce que l'on peut qualifier d'espace social du genre, les positions des individus sont nombreuses et plusieurs groupes peuvent apparaître. Les individus ne s'émancipent jamais complètement de l'ordre du genre, mais ils peuvent l'habiter de bien des façons. Afin d'investiguer de tels phénomènes, ce livre se fonde sur une enquête empirique auprès de la population trans, qui comprend à la fois les hommes, des femmes et des personnes qui ne se reconnaissent dans aucune de ces deux catégories. Enquête en terrain sensible. En sciences sociales, les enquêtes empiriques sur les trans sont encore rares. La plupart des travaux sur le sujet prennent place dans le champ des études psychologiques ou psychiatriques. Ces recherches posent la question du pourquoi. Pourquoi certaines personnes sont-elles trans? Une question à laquelle cet ouvrage préfère celle du comment. Comment les personnes en viennent-elles à changer de sexe? Comment se déroule leur parcours de transition? Et au-delà de l'expérience de la transition, à quoi ressemblent leurs existences? Il s'agit ici de faire de cet objet traditionnellement psychologique un objet résolument sociologique. Cette démarche a déjà été poursuivie sur d'autres thématiques en sciences sociales. Muriel Darmon a par exemple chaussé des lunettes sociologiques dans le but d'investiguer le phénomène de l'anorexie, qui n'était étudié qu'en psychologie et en psychiatrie jusqu'alors. Cette sociologue a ainsi éclairé sous un jour nouveau les mécanismes qui mènent à cette condition et qui la caractérisent. Mais précisément parce que ce type de terrain a déjà été investi de manière préjudiciable par le champ psy, il peut s'avérer particulièrement réfractaire. Comme ce fut le cas pour Muriel Darmon, l'accueil de cette recherche sur les trans n'a pas été des plus chaleureux. Les trans se méfient des experts par profession et les sociologues ne font pas exception. Les chercheurs qui s'intéressent au changement de sexe peinent généralement à recueillir des témoignages et, lorsqu'ils en obtiennent, les enquêtés en profitent parfois pour exprimer leur colère envers eux. J'emmerde la sociologie, hurle une femme trans dans le dictaphone, juste avant que je l'éteigne au terme de notre entretien. Elle le fait comme par principe, après s'être confiée pendant près de 3 heures. La défiance des trans est intimement liée à l'histoire médicale de leur condition, qui est depuis longtemps psychiatrisée. Étant soumises au bon vouloir des praticiens dans le cadre de leur transformation, les personnes concernées peuvent en venir à se méfier de toute forme d'expertise professionnelle, qu'elle soit médicale ou sociologique. Ce phénomène s'inscrit par ailleurs dans une époque où les patients deviennent de véritables experts du système de santé. En cela, la méfiance des trans a beaucoup en commun avec celle des séropositifs qui, eux aussi, se sont invités dans le champ médical par le biais de l'activisme thérapeutique. Dans ce contexte, enquêter sur les trans n'a pas été chose simple, mais l'entrée sur ce terrain a pu être négociée. L'enquête retracée dans ce livre se fonde sur des méthodes à la fois qualitatives et quantitatives. Des entretiens ont été réalisés avec une trentaine de personnes qui estiment avoir effectué un parcours de transition. Dans ce volet, comme dans le volet quantitatif, les trans pouvaient participer quelle que soit leur situation en termes de corps et d'état civil.
Pour les entretiens, les enquêtés ont été recrutés par le biais d'un appel à participation relayé par des associations, ainsi que sur des forums Internet et dans des lieux de sociabilité. Dans cet échantillon, le sexe assigné à la naissance, les milieux sociaux et les modalités de racisation ont été diversifiés. D'une durée de 2 à 5 heures, les entretiens étaient de nature biographique. Ils retraçaient l'entièreté du parcours de vie de la personne et cela dans différents domaines. Le genre et la transition médicale et juridique, mais aussi, entre autres, la socialisation, l'éducation, le travail, la famille et la sexualité. La plupart des travaux sur les trans s'intéressent à la seule phase de transition, mais, dans cette recherche, le parti pris était d'inscrire le processus de changement de sexe dans des trajectoires bien plus longues. Il s'agissait notamment d'explorer les différentes sphères de la vie et d'évaluer en quoi celles-ci forgent des parcours singuliers. L'analyse des entretiens s'articule par ailleurs avec un autre type de méthode, les statistiques. Le volet quantitatif a été réalisé à partir de la première grande enquête sur les trans en France. Il s'agit de l'enquête Trans et santé sexuelle, menée en 2010 par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, INSERM. Cette enquête se fonde sur un questionnaire auto-administré comportant 120 questions portant sur les caractéristiques sociales, la transition médicale et juridique, la santé et la sexualité. Ce questionnaire a été passé parmi les personnes trans par le biais d'associations et de médecins hospitaliers ou en libéral. L'enquête compte 381 réponses au total, en provenance de personnes aux trajectoires sociales variées. Il est toutefois à noter que l'échantillon compte 2 tiers de MTF pour 1 tiers de FTM. Depuis longtemps ignorés par l'institution médicale, les hommes trans sont moins enclins que les femmes trans à participer aux enquêtes. N'ayant gagné en visibilité qu'avec l'avènement des mouvements militants, ils se montrent particulièrement critiques à l'égard des experts scientifiques. Si une telle asymétrie entre hommes et femmes trans ne se retrouve pas dans l'échantillon qualitatif, c'est parce que le recrutement y a été plus proactif. L'appel à participation initiale n'ayant permis de recueillir aucun témoignage de FTM, la méthode a été adaptée en vue de les cibler spécifiquement via des forums et en personne. L'équilibrage de l'échantillon était nécessaire afin de dégager des analyses sociologiques sur le genre. Un ouvrage sur le genre. Divisé en 5 chapitres, cet ouvrage porte sur les parcours trans, mais aussi sur ce qu'ils permettent de dire ou de repenser du genre. Car les conceptualisations du genre sont toujours en mouvement. Elles circulent et se transforment au gré des débats scientifiques et des mobilisations. C'est ce que montre entre autres le premier chapitre, qui propose une socio-histoire de la fabrique des trans. Si, de nos jours, ces derniers semblent s'opposer fermement aux cliniciens, leurs liens avec la médecine sont en réalité plus complexes. Les praticiens forment un groupe hétérogène qui, sur certains points et à différentes époques, s'est révélé moins normatif qu'on pourrait le penser. Quant au mouvement trans, ils n'ont pas toujours été hostiles vis-à-vis de l'institution médicale. Au contraire, à l'époque où les modifications corporelles leur étaient encore interdites, nombreux sont ceux qui ont collaboré avec des praticiens qu'ils considéraient comme leurs alliés.
Et si les mobilisations contemporaines se font plus critiques qu'autrefois, elles présentent aussi des nuances. Les études queer, qui ont inspiré les mouvements actuels, ont certes exploré les possibilités de résistance au modèle médical et à ses normes, mais sans ignorer les risques d'une telle émancipation. La dissidence de genre a un prix, et les trans le savent mieux que personne. Cependant, ce prix n'est pas le même pour tous. Les trans ne sont pas égaux face à la transition. Le chapitre 2 en témoigne à partir des expériences du parcours médical et juridique. Il existe de grandes inégalités sociales face aux institutions qui prennent en charge les transitions. Les patients doivent prouver aux psychiatres et aux juges qu'ils et elles vivent déjà dans leur sexe de destination. Mais il n'est pas donné à tout le monde d'apporter des preuves de sa bonne insertion sociale, sans avoir encore pu bénéficier de modifications corporelles et de papiers d'identité. Pour s'en sortir, mieux vaut avoir de l'argent, un emploi stable ou, à défaut, des parents bienveillants. Sur ces différents points, un double standard de genre se fait sentir entre les hommes et les femmes, ces dernières étant en moyenne plus précaires et isolées que leurs homologues masculins. La situation bancale dans laquelle les protocoles institutionnels placent certains trans favorise par ailleurs les discriminations. Car, en attendant le sésame des hormones et des papiers, les individus font face à de nombreuses épreuves, notamment administratives, qui sont quantitativement et qualitativement variables selon les appartenances de sexe, de classe et de race. Les vies des trans sont suspendues à des verdicts et à des diagnostics, mais elles sont aussi soumises à l'accueil qui leur est réservé par ailleurs. La transition ne se joue pas qu'à l'hôpital et au tribunal. Le changement de sexe est avant tout un changement social qui, lorsqu'il est entamé, peut bouleverser le cours de l'existence. Ce changement ne se fait pas dans les mêmes termes pour les hommes et les femmes trans. Le chapitre 3 décrit en quoi le sens de la mobilité sociale de sexe est déterminant. Dès les premières marques de féminisation, les MTF sont violemment stigmatisés, là où les FTM sont relativement épargnés. Les promotions de sexe sont mieux tolérées que les déclassements. Cette asymétrie résulte en des temporalités biographiques bien distinctes. Craignant la marginalisation, nombreuses sont les MTF qui renoncent à transitionner dans la jeunesse, tandis que les FTM changent presque tous de sexe au cours de la vingtaine. Mais si les femmes trans sont davantage exposées aux difficultés sociales et matérielles, elles s'accommodent finalement mieux que les hommes de leur changement de statut. Le fait de perdre des privilèges semble plus aisé à assumer que le fait d'en gagner. Le changement de sexe est une expérience profondément structurée par les rapports de genre, mais c'est aussi une trajectoire intimement liée à la sexualité. Les changements de sexe sont indissociables de certains changements sexuels. La sexualité est peu explorée dans les recherches en sciences sociales sur les trans. Pourtant, elle joue un rôle primordial dans les parcours de transition, comme en atteste le chapitre 4. Les orientations sexuelles, notamment, ont des significations genrées qui contribuent à faire ou à défaire l'appartenance à une catégorie de sexe ou à l'autre. Avant la transition, la moitié des femmes trans étaient des hommes hétérosexuels, tandis que les hommes trans étaient presque tous lesbiennes. Au fil du changement de sexe, beaucoup de MTF s'orientent vers l'hétérosexualité féminine, alors que le groupe des FTM
se gayifient. Si l'hétérosexualité forge ici davantage la féminité que la masculinité, l'homosexualité émancipe plus de la première que de la seconde. Toutefois, les orientations sexuelles ont également des significations relatives à la classe. Pour les hommes trans notamment, le fait de se dire gay peut parfois relever d'une logique de distinction. Genre, sexualité et classe s'entremêlent dans l'espace social. Le chapitre 5 propose une cartographie de cet espace au sein duquel les individus occupent une diversité de positions. Parmi les trans, tout le monde ne se dit pas homme ou femme, et tout le monde n'a pas recours aux modifications corporelles et aux changements d'état civil. Cependant, les rapports au genre sont socialement situés. Les plus âgés sont généralement les plus conformes, tandis que la non-binarité est plutôt une affaire de jeunes. Par ailleurs, les personnes initialement assignées au sexe féminin se disent davantage non-binaires que celles qui ont été des hommes, et les plus subversifs sont souvent aussi les plus instruits. Les précaires, eux, n'ont d'autre choix que de faire mine d'être conformes pour parvenir à s'en sortir, en particulier lorsqu'ils doivent rendre des comptes à des psychiatres et à des juges. Finalement, les trans ne sont ni des dupes du patriarcat, ni des héros de la subversion. Selon les ressources et les dispositions qu'ils ont, ils composent simplement de différentes façons avec des contraintes qui délimitent le champ des possibles.